Le golf, c'est le salut de l'âme. Et le golf est si fort qu'il vient même de détruire, de confirmer sur place le propos que j'étais en train de tenir, qui était à la fois grandiloquent et prétentieux. Paf! Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. La pertinence philosophique la plus aiguë. Paf! Je suis, paf! Je ne suis pas ça, paf! L'éveil, paf! Le sacré, paf! Hein, le petit enfant gazouillant que je tiens dans mes bras, paf! Je suis libre. L'éveil, ce que j'appelle l'éveil, c'est la liberté suprême. Difficile de présenter Stéphane Jourdain. Oiseau atypique dans le ciel de la spiritualité, il ne se réclame d'aucune école, d'aucune tradition, d'aucune philosophie, d'aucune religion. Sur lui, l'éveil a fondu lorsqu'il avait 16 ans. Éveil subi, qui renvoie à une expérience proprement renversante, une bombe atomique mentale, l'irruption du tout autre dans la conscience individuelle. Définir l'éveil comme un état à atteindre, c'est encore se laisser abuser par le langage ordinaire. Stéphane Jourdain veut nous faire expérimenter l'éveil comme un acte intérieur, une action, un verbe. Je suis est un verbe. Il aurait pu poursuivre l'œuvre de Krishnamurti, mais il a préféré être seulement lui-même, électron libre. Moi, dans la nuit diaprée de licorne, de mon crâne adolescent, à brûle-pourpoint je crève la borne de mon pouvoir d'être conscient. Il est presque midi, dans le Gard, par une belle lumière, et je me pose une question. Comment se fait-il que nous soyons là? Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose, plutôt que rien? Comment se fait-il que je sois? Comment se fait-il que nous soyons? Autant de questions qu'on a perdu l'habitude de se poser, qui sont pourtant des questions importantes. On a sans doute perdu l'habitude de se les poser parce que ce sont des questions innocentes et que l'innocence n'est plus notre fort. Voilà. Alors j'ai envie de demander tout de suite à Denise. Denise, nous sommes chez vous, ici, dans votre superbe maison du Gard. Steven Jourdain, Denise Desjardins, Gilles. Comment se fait-il que nous soyons là? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur, la joie d'être ici? Qu'est-ce qui vous relie à Steve? C'est Steve qui m'a demandé de bien vouloir être son interlocuteur, d'une part, et comme indépendamment de sa qualité extraordinaire d'être éveillé, j'apprécie chez lui vraiment beaucoup son aisance, son raffinement, sa classe, aussi bien dans son être que dans sa façon d'être et sa façon d'écrire que j'apprécie. Et en plus, c'est que Steve a un cœur extraordinaire, sous des boutades et sous peut-être des mots un peu, disons... Cru. Oui, merci. Peu châtié, peu châtié. Peu châtié. Eh bien, il y a un cœur et une générosité, un cœur ouvert aux autres qui me touche énormément. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai accepté. C'est adorable, Denis, je vous remercie. Tu as parlé du mot amour il y a un instant qui a été galvaudé. Ce mot éveil commence à l'être aussi sérieusement galvaudé. Donc, Steve, on est obligé de te poser la question, une fois encore. Il s'agit pour toi de faire encore cet exercice, de trouver des mots frais et innocents pour répéter quelque chose que tu as eu l'occasion de répéter 50 000 fois. Qu'est-ce que c'est que cet éveil? On t'attribue l'étiquette d'éveillé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Ça devient une mythologie. Steven Jourdain, 16 ans, l'éveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Je me posais beaucoup de questions déjà, mais des questions philosophiques. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que moi j'ai passé 2 heures le front appuyé contre le clavier d'un piano à queue, un est rare, qui plus est, en me posant la question qu'est-ce que moi? La réponse est évidente. Moi, c'est moi. Mais intellectuellement, je comprenais tout, mais je ne sentais pas. Je ne sentais pas. Et au bout de 2 heures, je me suis relevé
j'étais pris d'un vertige, pas d'angoisse, mais vertige, un grand malaise, un vertige assez terrifiant, parce que je n'avais pas rencontré la réponse vivante, parce que pas une réponse intellectuelle, je cherchais une réponse vivante à ce questionnement. Et puis un soir, un jour, je suis tombé sur la petite phrase de Descartes, je pense donc je suis, qui c'est pas la bonne formulation d'ailleurs, c'est je pense, je suis, Dieu est, c'est dans les méditations. Donc c'est considéré comme un syllogisme par la plupart des gens, c'est pas du tout un syllogisme, c'est un acte, c'est génial et c'est extraordinairement proche de la révélation zen, du coup de bambou zen, très très proche. Je pense, je suis, Dieu est, c'est la même chose. Alors, j'avais pressenti dans cette petite phrase, j'avais très fugacement senti qu'il y avait dans cette petite phrase un secret qui me concernait personnellement à un degré inouï, comme nulle autre chose ne pouvait me concerner, ou ne me concernerait jamais, et que si si j'arrivais à revivre, à percer ce mystère qui s'était dévoilé à moi très fugacement, eh bien j'arriverais à savoir ce que j'étais. Et puis, ça dure un quart d'heure, puis une demi-heure, puis 20, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Et puis, moi, j'étais en pleine forme et j'avais la passion. Mais je n'agissais pas, parce qu'on m'avait dit que c'était bien de le faire, je n'agissais par passion, par amour. Par amour. J'étais passionné par passion, pure passion. Alors, au bout de 3 heures, évidemment, j'étais extrêmement fatigué, intérieurement exténué. J'avais l'impression de me traîner intérieurement sur des genoux sanglants. Et puis tout d'un coup, c'est pour une chose hallucinante, extraordinaire, j'ai pas du tout eu la réponse à la question que je cherchais. Tout d'un coup, sans la moindre transition, sans le moindre signe annonciateur, de façon totalement abrupte, comme si j'avais, à mon insu, sans m'en rendre compte, défoncé le fond de mon intériorité pensante, je me suis retrouvé veillant d'une veille sans limite. Et qui était cette veille? C'était moi. Et quelle était ma vraie nature, pour employer l'expression orientale? C'était cette vigilance infinie qui se veillait elle-même, ou cette conscience infiniment consciente d'elle-même. J'étais cela. Et ce n'était pas un état passivement, c'était un acte. C'était moi, c'était Bibi, cette chose-là. Rien de plus infiniment personnel. Sauf que c'est vrai, c'est un Bibi qui était d'un Bibi très différent de celui que je connaissais. Hein. Pas de corps, bien entendu, pas de substance, pas de couleur, pas de forme, pas de poids, pas de taille, rien, absolument rien. Rien qui justifie qu'il y ait quelque chose. Or, il y avait quelque chose, il y avait l'être absolu dans le sein de cette conscience. Donc, je suis, paf. Et tout ça, ça débouche, en fait, c'est très chrétien ce que je raconte là, mais ça débouche sur la grande expérience orientale qui, à mon avis, est l'expérience du Bouddha et la culmination de l'expérience chrétienne. C'est l'ultime sommet. Lorsque cet événement colossal se produit, auprès duquel l'explosion simultanée de 1000 galaxies, de 1000 soleils et de 1000 galaxies, c'est vraiment peu de choses. C'est un événement inouï, une révolution inouïe. Mais en même temps, c'est un événement pur, il ne se passe à strictement rien. Et ça semble échapper totalement aux gens. Il y a une autre façon de stigmatiser cette approche de la conscience pure, c'est conscience ou du bien suprême, c'est-à-dire que l'éruption du bien suprême, eh bien voilà, ça va bouleverser la vie, mais non, ça ne va pas bouleverser la vie. Le torrent de la vie va continuer à couler inchangé, et glorifier simplement tous les bouchons qui obstruaient ce magnifique flux vont être anéantis, et enfin le torrent de la vie va couler. Mais il n'y a aucune espèce de changement. Parce que ce dont j'essaye de parler depuis très longtemps maintenant, n'est pas une chose grandiose parmi les choses de la vie, c'est la vie elle-même. Et on ne peut pas l'approcher comme étant une chose. Point à la ligne, voilà. D'accord. Tel le vieux chef indien, j'ai dit. Mais à nouveau, c'est vrai, un être humain atteint son humanité quand il pratique la déraison. Quand il dépasse ses limites. Quand il dépasse les limites. Moi, je suis fondamentalement, en ce sens-là, déraisonnable. J'ai toujours procédé par excès, par déraison. Et si je n'avais pas procédé par déraison, ce soir-là, alors que je réfléchissais au cogito de Descartes, d'une façon très particulière, très personnelle,
eh bien, je n'avais pas poussé jusqu'à la déraison, il ne se serait rien passé. Donc c'est vraiment que dans les extrêmes que les choses. Mais le mot déraison, pour moi, est un mot admirable. En général, il a un sens très négatif, mais la déraison est une chose. On ne peut pas ne pas passer par cette porte-là, c'est impossible. Hein. Et puis en même temps, c'est de la déraison. La déraison, c'est on a déjà foulé aux pieds sans le savoir tous les borborigmes du bon sens et de la raison et de la morale. Hein. Voilà, paf. Oui, je vais faire un tour dans le bassin. Je vous signale, hein. Oui, je vais nager dans le bassin. Il ne s'agit jamais de faire le procès des choses, il s'agit de les aborder dans leur nature. Bon, nous abordons la vie intérieure ou psychologique incorrectement. Nous l'abordons comme une réalité. Et nous abordons le héros de cette aventure psychologique comme une réalité. C'est du pipeau, c'est de la fiction pure. Nous sommes au cinéma en train de regarder un film. Et ce film, c'est notre vie mentale avec son sujet. Nous sommes dans la fiction. La vie psychologique n'existe pas et son héros non plus. Alors Steve, ça nous amène tout droit à quelque chose sur lequel tu reviens souvent, c'est qu'une certaine culture de la sensibilité, ce qu'on pourrait appeler une culture de la perception poétique, en quelque sorte est un préalable presque obligatoire à l'ouverture, à cette investigation intérieure qui mène à l'éveil. On ne peut pas séparer la sensibilité, la poésie et l'intelligence. Ce sont l'homme intérieur à la forme d'une montagne, c'est tel l'Everest. Et il y a les deux flancs de cette montagne, il y a le flanc de l'intelligence et le flanc de la sensibilité. Puis tout en haut de la montagne, ces deux lignes se croisent et ça s'appelle la conscience pure. Bon, mais il faut faire l'ascension des deux côtés à la fois. C'est bien très important. Donc c'est pour ça qu'un homme qui est un pur artiste, mais qui se voue uniquement à la sensibilité et ne se pose jamais aucune question, et chez qui l'intelligence est quasiment morte, n'a absolument aucune chance d'arriver. Mais l'intellectuel, l'homme très très intelligent mais qui ne sent rien, cet homme est perdu aussi. Donc il faut, et puis je pense d'ailleurs que la poésie sous-tend l'activité de l'intelligence la plus fine, la plus pointue. Donc je pense qu'au commencement était la poésie ou la métapoésie, ce qui veut dire en langage tout à fait langage de tous les jours, avec des mots simples, c'est-à-dire au commencement était l'enfance et l'ingénuité de l'enfance. Voilà, quand on était petit, c'était un déluge d'impressions. Et puis, qu'est-ce qui reste de tout cela 30 ans après, il n'en reste malheureusement rien. Si quelquefois un type, il sent l'odeur du café torréfié, il a une petite émotion. Et puis, il peut ramasser de la mousse, et c'est l'odeur de la mousse des sous-bois. Bon, mais c'est tout, il n'y a plus rien. Il a été anéanti. C'est intéressant de vous voir tous les deux côte à côte, parce que Denise, qui te rejoint sur tant de points, consacre son énergie, sa vie, pourrait-on dire, à aider des personnes qui viennent ici, dans cette maison, à épurer tous ces traumatismes, ces émotions négatives qui les empêchent de rêver droitement. Quelque chose dont tu as dit que tu ne le connaissais pas. Donc, c'est pas du tout antinomique. Pas du tout antinomique. C'est une préparation, disons.